Et si on décortiquait ensemble quelques-unes des intelligences artificielles les plus stupéfiantes de ces dernières années? Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, de leur fonctionnement et de ce qu'on cherche concrètement lorsqu'on conçoit de tels systèmes. On va commencer calmement avec un historique Safari pour montrer ce que savent faire les IA les plus étonnantes du moment et retracer quelques évolutions majeures de ces dernières années. On disséquera ensuite ensemble quelques exemples concrets. Cette vidéo est chapitrée, vous pouvez donc consulter directement les parties qui vous intéressent. Mars 2022, OpenAI dévoile DALL-E 2, une IA capable de générer des images depuis un texte descriptif. Si, cette image est entièrement générée, inventée par une IA depuis la description ci-dessus. On ne lui fournit que ce texte, un poster de propagande représentant un chat habillé en Napoléon et tenant un morceau de fromage, et DALL-E 2 en crée cette représentation. Je vous propose de voir une sélection de ses créations les plus étonnantes. Rappelez-vous que ce que vous allez voir sont des images entièrement générées par une intelligence artificielle depuis la description fournie. Ces images n'existent nulle part ailleurs. Des ours en peluche faisant de la recherche en intelligence artificielle sur la Lune dans les années 80. Un bébé fennec éternuant sur une framboise, scène détaillée, macro-photo, éclairage studio avec un rétroéclairage sur les oreilles. Une station de métro dont tous les murs sont des aquariums, peinture à l'aérographe, poster des années 30. La génération faite par DALL-E 2 est indéterministe. Une même description peut donner plusieurs résultats, ce qui permet de prendre la pleine mesure de la maîtrise par l'IA d'une très large gamme de thèmes et de styles, qu'il s'agisse d'un morceau de fromage rétro-wave, d'une échographie de bébé dragon, d'un dessin d'enfant de l'interview d'une carotte, d'un parc national fait d'ingrédients pour pâtisserie, ou enfin d'un donjon laboratoire scientifique en pixel art. DALL-E 2 est aussi capable de réaliser des variations. On lui fournit une image et elle propose ses propres interprétations. Vous noterez comment le style ainsi que les éléments clés sont particulièrement préservés ici. Enfin, DALL-E 2 peut faire ce qu'on appelle de l'in-painting, c'est-à-dire modifier une image existante localement. Vous indiquez la zone, un texte descriptif, et l'IA se charge du reste. Ici, on lui demande de dessiner un corgi, respectivement dans le tableau au fond à gauche, dans le tableau au fond à droite ou sur le banc devant. L'IA reconnaît parfaitement le contexte et va soit peindre un corgi en suivant le style des tableaux, soit en faire une représentation photoréaliste si on lui demande de l'ajouter au premier plan. DALL-E 2 fait partie d'une tendance récente de développement des IA autour des modèles de langage, c'est-à-dire de la compréhension du langage naturel. On peut s'en servir pour générer des images, comme on vient de le voir, mais aussi pour faire des tâches moins visuelles, plus abstraites et peut-être encore plus étonnantes. Avril de cette année, Google AI a publié Pathway Language Model, ou PALM de son petit nom, l'une des plus larges IA de traitement du langage naturel. Comme premier exemple de ses capacités, on va ici demander à l'IA d'expliquer des blagues. Pour chacune des 6 blagues à expliquer, on lui fournit 2 exemples de blagues et de leur explication, en gris en haut, suivis de la blague qu'on désire voir expliquée en noir ici. Ce que l'IA produit est écrit en bleu. Je vais vous traduire celle-ci. J'allais partir voir ma famille le 6 avril, ma mère a dit « Ah super, ça tombe le jour soirée lecture de poèmes de ton beau-père ». Du coup, je partirai le 7 avril. Et l'intelligence artificielle répond « La blague est que la mère de la personne qui raconte tente de le faire venir à la soirée poésie de son beau-père. Mais comme celui-ci ne veut pas venir, il décale la date de son départ au 7, un jour après la soirée poésie. » Je vous invite à faire pause pour consulter les 5 autres exemples qui sont tout aussi étonnants, notamment le dernier où l'IA comprend que la blague et qu'il n'y a pas de blague. Ce modèle d'intelligence artificielle peut faire ce qu'on nomme du few-shot learning, c'est-à-dire apprendre à réaliser une tâche avec un nombre très limité d'exemples. Dans notre cas, ceci correspond à la partie grise en haut contenant 2 exemples de blagues suivis de leur explication. Mais on peut faire varier ceci pour tester les capacités de l'IA sur d'autres tâches complexes du langage naturel. Voici ce que ça donne pour l'inférence logique. Je vous traduis celui-ci. Trevor voulait voir la montagne avec tous les visages depuis longtemps. Il est finalement allé la voir.
Quelle est la capitale de l'État qui est directement à l'est de l'État dans lequel Trevor se trouve maintenant? Et la réponse de l'IA, la montagne avec tous les visages, c'est le mont Rushmore, qui se trouve dans le Dakota du Sud. L'État directement à l'est du Dakota du Sud est le Minnesota. La capitale du Minnesota est Saint-Paul, donc la réponse est Saint-Paul. Je vous invite également à faire pause pour regarder les autres exemples. Enfin, parmi les IA construites autour des modèles de langage, on peut citer également AlphaCode de DeepMind, une IA ayant réussi à avoir un niveau compétitif dans des concours de programmation. Comme pour un compétiteur humain, on lui fournit la description du problème, c'est-à-dire tout ce que vous voyez ici, qui contient un texte descriptif ainsi que des exemples, et l'IA doit coder le programme informatique qui réalise la tâche décrite. AlphaCode trouve une solution pour 34% des problèmes de la compétition Codeforce, ce qui la place en performance au niveau des compétiteurs humains moyens, précisément dans le top 54%. Je vous invite à consulter la description pour voir d'autres exemples d'IA capables de programmer, notamment Codex d'OpenAI, avec même une session en live démontrant qu'on peut faire coder intégralement un petit jeu à l'IA en lui décrivant pas à pas. En parallèle de ces résultats autour du langage, la recherche en intelligence artificielle progresse vers ce qu'on nomme l'intelligence artificielle générale. Ici, l'objectif est de concevoir un seul et unique système capable d'un apprentissage compatible avec la plus large gamme de tâches possibles. Là aussi, je vous propose un petit récapitulatif historique de l'évolution des IA dans cette direction. Ça se passe du côté de la firme DeepMind, et ça commence avec une IA dont vous avez très certainement déjà entendu parler. En 2016 est apparue AlphaGo, une IA capable de jouer au jeu de Go à un niveau surhumain. Cette première version venait avec plusieurs limitations. Elle avait besoin de données humaines, c'est-à-dire de parties existantes du jeu de Go, pour initialiser son apprentissage. Par Domain Knowledge ici, on veut dire qu'on lui fournissait, en plus de la simple position du plateau, tout un tas d'informations précalculées par un algorithme classique, écrit par un humain expert du jeu. Par exemple, indiquer les emplacements du plateau où une capture est possible. On va laisser de côté pour le moment la dernière limitation ici. En 2017, l'IA AlphaGo 0 fait tomber les deux premières contraintes. Elle n'a plus besoin de données humaines pour initialiser son apprentissage. Les parties qu'elle joue contre elle-même lui suffisent, même en partant d'un niveau initial où elle ne joue pas mieux qu'aléatoirement. Elle se passe également de Domain Knowledge, ce qui est signe d'un bien meilleur apprentissage. L'IA est maintenant capable de faire émerger d'elle-même, pendant son apprentissage, tous les concepts et les calculs pertinents pour sa prise de décision. En 2018 arrive Alpha 0 qui en est une généralisation. Il s'agit d'un seul et unique système qui démontre que ses capacités d'apprentissage sont valables aux jeux de Go, aux échecs et au shogi, dépassant les meilleurs joueurs ou programmes existants à l'époque pour les trois jeux. L'année suivante, en 2019, Mu0 généralise encore davantage ce système et peut maintenant, en plus de ces trois jeux de plateau, apprendre à jouer à chacun des jeux sur Atari parmi une liste en comprenant 57. Mu0 opère aussi la dernière limitation ici, qu'on avait laissée de côté. Cette dernière limitation, c'était la présence de ce qu'on appelle un modèle dans l'intelligence artificielle. Lorsqu'AlphaZero déroulait sa réflexion, en imaginant par exemple une suite de coups à jouer, le système faisait appel à un simulateur de plateau, codé par un humain, une sorte de plateau virtuel qui aide l'IA de plusieurs manières. Par exemple en lui évitant, pendant sa réflexion interne, d'envisager des coups interdits ou de se tromper sur d'autres points des règles du jeu, comme oublier qu'un de ces coups capture des pieds adverses. En résumé, pour AlphaZero, il n'y avait aucune différence entre imaginer une suite de coups dans sa réflexion et les jouer vraiment pendant la partie. C'est assez similaire à l'avantage qu'aurait un joueur humain s'il pouvait déplacer les pièces sur un plateau d'échecs pour mener sa réflexion. Et Mu0 fait tomber cette contrainte. L'IA interagit toujours avec un simulateur de jeu lorsqu'elle soumet ses coups, mais elle ne peut pas utiliser ce simulateur pendant sa réflexion lorsqu'elle envisage des séquences de coups futurs qui vont lui permettre de prendre sa décision. Mu0 a besoin de construire d'elle-même un modèle interne de représentation du plateau. Il y a maintenant une réelle différence pour l'IA entre imaginer une séquence de coups et la voir vraiment. C'est particulièrement utile car dans beaucoup de domaines pratiques, comme piloter un robot physique, il ne sera pas possible ou alors très pénible de coder à la main un simulateur de monde physique pour aider l'IA. Avoir une IA capable de créer d'elle-même un modèle pertinent de son environnement, au fur et à mesure des interactions avec celui-ci, est de loin bien plus puissant.
Toujours du côté de la firme DeepMind, il y a en parallèle de l'évolution Musero une autre généalogie d'agents progressant vers l'intelligence artificielle générale. Ça commence avec DQN en 2015, suivi des IA R2D2 puis Never Give Up en 2019, pour finir par Agent 57 en 2020, chacune reprenant la précédente en y greffant quelques innovations. Si vous êtes curieux sur les premières, je vous invite à consulter les liens en description. Nous, on va regarder Agent 57 car elle est comparable à Musero dans le sens où, comme cette dernière, elle joue à la même liste de 57 jeux sur Atari. Agent 57 vient avec beaucoup d'innovations, mais surtout notable pour ses performances. Le problème avec Musero, c'est qu'elle se comporte un peu comme sur le graphique de gauche. Elle est nettement meilleure en moyenne et en médiane qu'un humain sur l'ensemble des jeux, mais c'est en étant particulièrement forte sur certains jeux, quitte à faire l'impasse totale sur d'autres. Ce qu'on aimerait, c'est plutôt avoir des performances comme sur le graphique de droite, où l'IA bat l'humain sur chacun des jeux. Vous pouvez voir sur ce tableau que Musero est meilleur qu'un humain moyen sur 51 des 57 jeux, et qu'en moyenne ou en médiane, sur les 57 jeux, elle explose littéralement les performances humaines. En revanche, sur les 5% des jeux où elle est la plus mauvaise en comparaison à l'humain, elle n'atteint même pas 1% des performances humaines. Sur ces jeux, l'apprentissage a totalement échoué. Agent 57 est de son côté bien meilleur que l'humain moyen sur la totalité des 57 jeux, et sur les 5% des jeux où il est le plus mauvais, il se trouve encore 10% au-dessus de la performance humaine moyenne. Le mécanisme d'apprentissage de cet agent a donc de bien meilleures capacités de généralisation. Enfin, les IA commencent aussi à être utilisées dans un but pratique, ce qui semble pour le moment se concentrer sur des objectifs de simulation physique. On peut citer entre autres AlphaFold, capable de déterminer depuis la séquence d'acides aminés la structure de la protéine correspondante. À l'heure actuelle, environ 1 million de structures de protéines prédites par AlphaFold ont été rendues publiques, ce qui couvre le génome entier de plusieurs espèces animales, incluant celui de l'homme. Même si la qualité des prédictions d'AlphaFold n'est pas encore parfaite, elle est la plupart du temps au niveau de ce que les techniques expérimentales peuvent produire, mais de telles techniques nécessitent entre plusieurs semaines et plusieurs mois par protéine. Ainsi, la base de données générée par AlphaFold correspond potentiellement à un bond de plusieurs siècles de recherche expérimentale. Si vous désirez plus de détails sur AlphaFold, je vous invite à consulter l'excellente vidéo de Science Étonnante à ce sujet. DeepMind a réalisé d'autres simulateurs utilisables en pratique, comme une IA capable de contrôler les électroaimants d'un tokamak pour maintenir un plasma stable. Il ne s'agit pas que de théorie, mais bien d'une mise en pratique de l'IA sur un vrai tokamak. On trouve d'autres modèles de simulation, comme par exemple l'IA DM21, qui s'adresse, elle, à la simulation des comportements chimiques à une échelle fine où les effets de la physique quantique se font sentir. Il est difficile d'imaginer l'accélération sans précédent de la recherche dans ces domaines que ce type de système va engendrer. Alors, comment ça marche tout ça? Par quoi commence un expert du domaine pour concevoir de tels systèmes? Il y a 3 questions que vous devez vous poser pour comprendre comment marche une IA donnée. D'abord, quelle est l'architecture globale de l'IA? Dans une grande partie des cas, une IA n'est pas simplement un gros réseau de neurones. D'une part, il peut y avoir plusieurs réseaux de neurones, c'est-à-dire plusieurs parties capables d'apprentissage, et d'autre part, ces parties peuvent s'inscrire dans un système global comprenant des morceaux d'algorithmes classiques, écrits à la main, et qui ne sont, eux, pas capables d'apprentissage. Donc la première étape, c'est d'identifier les parties d'algorithmes classiques, les parties capables d'apprentissage, ainsi que le rôle de chacune dans l'ensemble. La deuxième question est sans doute la plus importante. Comment on va s'organiser pour que ces parties capables d'apprentissage apprennent à jouer le rôle qu'on attend d'elles? Le machine learning, ce n'est pas magique, une IA ne sait pas spontanément comment apprendre. Une grande partie du travail, certainement la plus grande, consiste à définir tout le programme d'entraînement de votre IA, toute la procédure qui va incrémentalement modifier ces parties réglables pour passer d'un comportement aléatoire à un comportement intelligent. Enfin, la dernière question consiste à zoomer sur chacune de ces parties réglables et à identifier leur architecture interne. Ici, il peut être pertinent de ne pas réfléchir en termes de fonctions, mais plutôt en termes d'échange d'informations. Ce qu'on nomme l'architecture à ce niveau correspond à une forme de pré-câblage dictant entre quelles informations on veut faciliter des calculs et entre quelles autres on préfère des traitements séparés.
L'objectif de ce point est d'aider l'étape d'apprentissage pour qu'émergent plus rapidement les fonctions désirées. En résumé, nos 3 points clés sont l'architecture globale ou algorithmique, en identifiant le rôle de chaque partie et lesquelles sont réglables, c'est-à-dire capables d'apprentissage, la procédure d'entraînement, c'est-à-dire toute l'automatisation qui va régler ces parties capables d'apprentissage, et enfin l'architecture interne de ces parties qui peut se voir comme un ensemble de contraintes sur les flux et les échanges d'informations dans le but d'aider cet apprentissage. Chaque intelligence artificielle se résume à ses spécificités pour chacun de ces 3 points, mais toutes se basent sur des outils communs, des briques élémentaires depuis lesquelles se développe chacun de ces aspects. Dans le cas de l'apprentissage, la brique élémentaire est le mécanisme de rétropropagation du gradient, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Ce qu'on nomme le gradient d'une fonction peut s'interpréter de la manière suivante. Si on considère une fonction à 2 variables, on peut voir celle-ci comme une carte d'altitude, où pour chaque couple de valeurs de nos variables, l'altitude est en fait la valeur de notre fonction. Le gradient en un point est simplement un vecteur qui nous indique dans quelle direction le paysage monte, ainsi que l'importance de la pente. Supposons que vous disposiez d'une méthode pour déterminer le gradient d'une fonction. Comment utiliser ceci pour faire apprendre un réseau de neurones ? D'abord, on peut voir un réseau de neurones comme un cas particulier de fonction réglable. Ici, on va considérer une fonction à 2 paramètres réglables. On parle généralement de poids. Maintenant, supposons qu'on ait à disposition un couple de données correspondant à une entrée particulière de ce réseau et à ce qu'on aimerait qu'il produise en sortie lorsqu'il traite cette entrée. Entre la sortie réelle et la sortie attendue, il y a un écart qu'on va exprimer grâce à ce qu'on nomme une fonction de perte qu'on choisit. Ne vous inquiétez pas ici, il s'agit simplement de définir une fonction qui vous sort un nombre qui représente l'écart entre la sortie attendue et la sortie réelle. Et c'est sur cette fonction de perte qu'on va calculer un gradient. On va voir la fonction de perte pour ce couple entrée-sortie, non pas comme une fonction de l'entrée de notre réseau de neurones, mais comme une fonction des paramètres qui sont réglables. On considère tout le reste fixe. On peut donc extraire le gradient dans l'espace des paramètres, et si on fait un petit saut, une petite modification des paramètres dans la direction inverse de ce gradient, on va se rapprocher d'un minimum local. C'est-à-dire qu'on aura légèrement modifié nos paramètres pour avoir une perte plus faible, qu'on sera donc maintenant, pour ce couple entrée-sortie, plus proche de la fonction attendue. Notre réseau aura appris. Ici, nous n'avions que 2 paramètres. En machine learning moderne, il peut y en avoir des milliards, mais l'idée reste la même. Pour un large nombre d'exemples, diminuer une fonction de perte en allant dans la direction inverse du gradient dans l'espace des paramètres. Ce qu'on fait lorsqu'on calcule un gradient n'a en fait que très peu de rapport avec les réseaux de neurones. C'est en fait simplement une dérivation de fonction. Une manière économique de réaliser ceci est l'algorithme de différenciation automatique. Et je vous encourage à consulter la page Wikipédia à ce sujet. C'est un algorithme récursif, c'est-à-dire qu'il peut s'appeler lui-même, et c'est dans le cas particulier où on l'applique à une fonction représentée par un réseau de neurones qu'on parle de rétropropagation du gradient. Rappeler ce point technique permet de se détacher d'une vue classique du machine learning qui pense exclusivement en termes de réseau de neurones. Le processus pour trouver un gradient et s'en servir pour légèrement régler une fonction n'a absolument rien de spécifique au réseau de neurones. N'importe quelle manière de définir une fonction avec des paramètres réglables est potentiellement éligible à l'application de la différenciation automatique pour être réglée. Pour apprendre, il faut juste pouvoir l'appliquer. En langage technique, on dit que cette fonction doit être différenciable. C'est pour cela que de nos jours, les parties capables d'apprentissage sont souvent définies par des opérations mathématiques abstraites et générales, comme des multiplications matricielles, des normalisations de vecteurs. Vous avez sans doute déjà entendu des mots comme attention ou softmax, tous ces termes désignent simplement des briques élémentaires précises pour construire des fonctions réglables. De nos jours, le machine learning, c'est simplement régler une fonction paramétrée qui, parfois mais pas toujours, peut être décrite en termes de réseau de neurones. Dans l'exemple qu'on a vu, pour illustrer l'apprentissage par descente de gradient, on connaissait la sortie attendue avant l'apprentissage. On savait en amont ce qu'on voulait que le réseau de neurones produise. C'est ce qu'on nomme l'apprentissage supervisé. Lorsqu'on conçoit une IA, une problématique clé est de trouver une manière d'utiliser le même mécanisme, mais sans connaître à l'avance les sorties attendues. On atteint souvent cet objectif en trouvant une manière, pendant l'entraînement, de générer les données servant à l'entraînement futur.
Je vous propose de regarder comment ceci se passe dans le cas de mu0, en commençant par notre premier point clé, l'architecture globale. Dans le cas mu0, l'architecture globale est l'algorithme classique MCTS pour Monte Carlo Tree Search. Vous n'avez pas besoin de connaître cet algorithme, il s'agit juste d'un des mécanismes possibles de parcours arborescent des coups futurs, et qui extrait de ce parcours l'action à réaliser concrètement. Classiquement, il est écrit intégralement à la main, mais l'idée ici va être de déléguer des sous-parties de cet algorithme à des fonctions réglables. On peut en distinguer 4. Une fonction qui, étant donné une position, donne une distribution de coûts à envisager. Classiquement, on parle d'heuristique. En machine learning, on parle de policy. Vous pouvez voir ceci comme une forme d'instinct. Une autre fonction qui, étant donné une position, donne une estimation de la probabilité de gagner la partie, ou une estimation du score final dans le cas jeu vidéo. On parle ici de fonction value. En pratique, dans mu0, ces deux fonctions réglables sont unies en une seule, mais il est conceptuellement plus clair de les séparer ainsi. Pour pouvoir faire une réflexion interne sous forme de parcours arborescent, il faut aussi un simulateur de plateau, quelque chose qui représente l'état du plateau ou du jeu et vous dit comment celui-ci évolue en fonction d'une action imaginée. Dans le cas d'AlphaZero, ce simulateur était écrit à la main. Dans le cas mu0, ce modèle de plateau doit être appris, ce qui est faisable grâce à deux autres fonctions réglables. Une fonction de représentation qui prend en entrée l'état réel et complet du plateau à un instant donné et le transforme en une représentation interne de cet état. Une fonction d'évolution qui, étant donné une représentation interne du plateau et une action sélectionnée, vous donne la représentation interne résultante de cette action. Cette fonction d'évolution estime aussi ce qu'on appelle la reward, c'est-à-dire le gain de score grâce à votre action pour le cas jeu vidéo, mais on va mettre de côté cet aspect et se concentrer sur le cas jeu de plateau. Comme on veut que ceci puisse se dérouler en ne faisant intervenir que les représentations internes du plateau, nos fonctions policy et value ne vont pas en fait prendre en entrée le plateau réel, mais cette représentation interne. On a donc 4 fonctions capables d'apprentissage à l'intérieur de mu0, mais pour le moment, on a juste défini ce qu'on aimerait qu'elles fassent, pas comment on les entraîne pour y parvenir. Avant d'aborder ce point, on va supposer qu'elles jouent leur rôle et regarder comment mu0 les utilise pour jouer une partie, c'est-à-dire comment l'algorithme MCTS s'en sert pour mener son parcours arborescent. Depuis la position courante, on passe d'abord dans le module de représentation qui la transforme donc en une abstraction de cette position. Lorsque l'algorithme MCTS arrive à une feuille de son arbre d'exploration, il appelle les fonctions policy pour envisager les coups futurs et évolution pour les appliquer et déplier l'arbre à cet endroit en construisant les nouvelles positions feuilles à l'issue des actions envisagées. La fonction value, qui estime la probabilité de gagner, est également appelée sur les feuilles de l'arbre d'exploration et l'algorithme MCTS l'utilise pour choisir quelle partie de l'arbre il est plus prometteur d'explorer par la suite. L'arbre d'exploration va ainsi progressivement se développer dans des directions estimées prometteuses et au bout d'un moment, MCTS estime que ce parcours est suffisant et l'algorithme nous donne une synthèse de cette exploration, là aussi sous forme d'une distribution des coups possibles au niveau de la position racine ici, c'est-à-dire de la position courante du plateau. On joue le coup le plus prometteur selon cette distribution et c'est à l'adversaire de jouer. Un point important à comprendre ici, c'est la différence entre cette synthèse de parcours et l'instinct, la policy. Les deux vous fournissent une distribution de coups les plus prometteurs, mais la policy, c'est atomique, indivisible, sans réflexion. C'est vraiment l'instinct. Alors que la distribution à l'issue du parcours arborescent, c'est une synthèse de plusieurs appels à l'instinct et à l'évaluation sur toute une arborescence. Il se peut par exemple qu'un coup qui semblait naturel se révèle en fait assez mauvais après exploration, et inversement. Donc on a vraiment d'un côté cette distribution instinctive des coups prometteurs à la sortie du réseau policy, et de l'autre la version améliorée de cette distribution, consolidée grâce au mécanisme d'exploration. Revenons à notre IA. On peut la faire facilement jouer contre elle-même pour générer des parties. On part d'une position donnée, on lui laisse faire son parcours arborescent dont elle extrait les meilleurs coups possibles, on sélectionne celui qui va être réellement joué, et on arrive donc dans une nouvelle position depuis laquelle on peut refaire la même chose. On peut ainsi générer toute une partie jusqu'à son dénouement. On arrive au deuxième de nos points clés. Comment faire en sorte que nos différents modules apprennent à faire ce qu'on attend d'eux?
L'apprentissage se déroule sur des parties achevées pour lesquelles on connaît donc toute la suite de coups, de positions, ainsi que l'issue de la partie, c'est-à-dire qui a gagné. On a pris soin de garder également les distributions consolidées produites à chaque coup par l'algorithme de parcours arborescent. Pour mener l'apprentissage, on va choisir au hasard dans cette partie une position, ainsi que les suivantes sur une petite fenêtre de coups symbolisée sur ce schéma par ces 3 positions consécutives. On appelle ensuite le module de représentation interne pour la première position de cette fenêtre, puis le module d'évolution pour prédire les états internes suivants, étant donné les coups réellement joués dans la partie historique. Pour chacune des représentations internes de l'état du jeu sur notre fenêtre de coups, on va appeler nos fonctions value et policy qui estiment donc la probabilité de gagner ainsi que la distribution instinctive des coups candidats. Ce qu'on veut, c'est que les estimations de probabilité de gagner ici se rapprochent le plus possible de l'issue réelle de la partie. On veut également que nos distributions instinctives des coups candidats, ce qui sort de la policy ici, soient le plus proche possible de la distribution consolidée historique. C'est-à-dire qu'on veut que ce que l'IA envisage de prime abord soit le plus proche possible de ce qu'elle conclut après consolidation. On a ainsi défini notre objectif d'apprentissage, et on peut donc définir une fonction de perte qui capture cet écart entre ce qu'on aimerait que policy et value produisent et ce qu'on a réellement. Pour mu0, l'astuce est de voir toutes les fonctions qu'on a appelées sur cette fenêtre de n coups, ici 3, comme un gros bloc, une grosse fonction. Ceci est donc l'entrée unique imposée de ce gros bloc, tout ceci sa sortie, et on peut mettre tous les écarts sur notre fenêtre de 3 coups dans une unique fonction de perte. Il ne reste plus qu'à utiliser le principe qu'on a déjà décrit. On va chercher le gradient de cette fonction de perte dans l'espace des paramètres réglables de notre grosse fonction, puis modifier légèrement ces paramètres pour réduire cette perte, c'est-à-dire faire en sorte que sur notre fenêtre de 3 coups, value et policy correspondent à ce qu'on désire. Vous noterez qu'ici, les modules de représentation et d'évolution ne sont pas entraînés directement. On ne connaît pas et on n'impose aucunement la représentation interne du plateau. Ces modules sont entraînés uniquement indirectement comme partie de cet objectif global de faire correspondre value et policy à ce qu'on attend d'elles. Vous voyez dans cet exemple comment on peut utiliser la rétropropagation du gradient pour apprendre, mais sans nécessité de produire à la main d'exemples de ce que doivent retourner les fonctions value et policy. C'est la procédure d'entraînement qui génère les données qui vont lui servir à son entraînement futur. Un parcours arborescent consolidé permet d'obtenir une meilleure distribution de coups candidats depuis une distribution médiocre instinctive, et on utilise cela pour entraîner cette distribution instinctive. On recommence ensuite le processus avec des parties contre elles-mêmes de cette version légèrement améliorée de notre IA. Vous noterez également qu'on a ici entraîné des réseaux de neurones dans un but spécifique, mais de manière totalement indirecte. Les modules de représentation et d'évolution sont juste des sous-parties d'un ensemble entraîné d'un bloc, et c'est leur rôle dans ce bloc qui contraint ce que l'apprentissage peut donner. Soit il n'aboutit pas, soit s'il aboutit, c'est nécessairement en faisant émerger de lui-même une représentation interne pertinente d'un plateau, puisque sans elle, l'ensemble ne pourrait pas produire de fonctions value et policy correctes, étant donné que ces dernières ne se basent que sur cette représentation interne. Lorsqu'on parle d'IA, on pense souvent à l'agent final obtenu à l'issue de la procédure d'entraînement, car c'est concrètement ce qu'on va utiliser. Mais je vous invite à considérer tout ce qui se trouve en amont comme partie intégrante d'une IA donnée. mu0, ce n'est pas uniquement l'agent final obtenu, c'est spécifiquement aussi cette procédure d'entraînement qu'on a détaillée, où policy et value sont apprises d'une version consolidée d'elles-mêmes et où certaines fonctions sont astucieusement indirectement entraînées. Avec mu0, on a vu un bon exemple d'architecture globale et de procédure d'entraînement. Il nous manque des exemples pour le troisième de nos points clés, l'architecture interne des parties capables d'apprentissage. Pour ceci, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. On parlera particulièrement du cas d'AlphaStar, l'IA jouant à StarCraft 2, ainsi que de l'architecture Transformer basée sur le mécanisme d'attention. C'est ce type d'architecture qui permet entre autres les résultats bluffants sur le langage naturel qu'on a vu dans l'introduction. Cet épisode est maintenant terminé. Comme habituellement, je vous invite à consulter la description, les fiches ainsi que le commentaire épinglé où je propose aux connaisseurs de partager leurs meilleurs tutoriaux pour les éventuels curieux qui désireraient se mettre au machine learning.
N'ayez pas peur, de nos jours, énormément d'outils sont déjà prêts, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue, on peut concevoir assez rapidement des IA capables de choses étonnantes. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez soutenir la chaîne sur Utip ou Tipeee, ou selon ma formule consacrée, en partageant les épisodes qui vous plaisent aux personnes à qui ils peuvent plaire.